2 semaines avant notre mariage, ma fiancée m'a regardé dans les yeux et a dit « Mon ex passera toujours en premier ». J'ai 32 ans. Je travaille dans le développement logiciel. Un job stable, une vie stable, rien de tapax en graveleuil, mais du solide, vous voyez. Cela fait 3 ans et demi que nous sommes ensemble, et nous vivons ensemble depuis 2 ans. Et honnêtement, je pensais que tout était réglé. Le mariage était organisé, le lieu réservé, 200 invités confirmés, nos 2 familles qui arrivaient par avion, les acomptes payés, le gâteau goûté, le DJ engagé, la totale. Mais voilà le problème. Son ex n'est jamais vraiment sorti du paysage. Dès le premier jour, elle m'a dit « Nous sommes juste amis ». Et je l'ai cru parce que je ne suis pas le genre de gars à être jaloux des ex, n'est-ce pas? Je fais confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils me donnent une raison de ne plus le faire. Il l'appelait à des heures improbables, parfois à 22 heures, parfois à minuit, et elle passait dans l'autre pièce pour décrocher. Il traverse une période difficile, disait-elle. Il a besoin d'un soutien moral. Et j'acquiesçais, parce que quel genre de monstre empêche quelqu'un d'aider un ami? Il était son soutien affectif, son refuge, la personne vers qui elle se tournait quand les choses devenaient lourdes. Et je me disais que j'étais assez sûre de moi pour le supporter. Mais ensuite, les premières fissures sont apparues. 2 mois avant le mariage, nous avions rendez-vous chez le fleuriste pour enfin choisir les centres de table. 1 heure avant notre départ prévu, son téléphone sonne. C'est lui. Elle répond. 20 minutes plus tard, elle sort et dit « Je suis désolée. Je ne peux pas venir. Il est en pleine crise. Je dois aller le voir. » Je l'ai juste regardé fixement. Nous avons ce rendez-vous depuis 3 semaines. Ai-je dit. Elle m'a touché le bras comme si je surréagissais. Tu peux gérer ça. Envoie-moi juste des photos. J'ai confiance en ton jugement. Alors, j'y suis allée seule, j'ai choisi les fleurs seule, et je lui ai envoyé des photos auxquelles elle a à peine répondu. Quand j'en ai parlé ce soir-là, elle s'est mise sur la défensive. Tu étais au courant pour lui dès le début, a-t-elle dit, comme si cela justifiait tout. Je ne t'ai jamais caché cette amitié. Et techniquement, elle avait raison. Elle ne l'avait jamais caché. Mais il y a une différence entre être honnête et être attentionné. Vous savez, 1 semaine plus tard, à son enterrement de vie de jeune fille, elle l'a invité. Pas pour blaguer, pas par ironie, elle le voulait vraiment là. Je ne l'ai même appris que lorsque sa demoiselle d'honneur l'a mentionné innocemment, comme si c'était normal. Quand je lui ai posé la question, elle a dit « C'est l'un de mes amis les plus proches. Pourquoi je ne l'inviterai pas ?» J'ai dit « Parce que c'est bizarre. Parce que les gens vont jaser. Parce que ça me met mal à l'aise. » Et elle m'a regardé comme si je venais de lui demander de se couper un membre. Je ne vais pas annuler son invitation, a-t-elle dit sèchement. Si tu as un problème avec ça, c'est quelque chose que tu dois régler de ton côté. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser que je ne me battais pas pour des limites. Je me battais pour un respect élémentaire. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner avec mes parents. Ils étaient venus plus tôt pour aider aux préparatifs de dernière minute, et nous les avions emmenés dans ce bon restaurant italien du centre-ville. Au milieu du repas, son téléphone vibre. Elle y jette un coup d'œil, et tout son visage change. Je dois sortir 1 seconde, dit-elle, et elle s'absente pendant 15 minutes. Ma mère me lance ce regard. Mon père s'éclaircit la voix. Personne ne dit rien. Quand elle revient, elle ne s'excuse pas, ne s'explique pas, reprend juste sa fourchette comme si de rien n'était. Plus tard dans la soirée, dans la voiture, j'ai demandé qui c'était, et elle a dit, c'était lui. Il avait besoin de parler. Je n'ai pas crié, je n'ai pas craqué. J'ai juste dit, ça devient difficile d'avoir l'impression de compter. Et elle s'est tournée vers moi avec cet air épuisé et a dit, tu étais au courant pour lui dès le début. Je ne t'ai jamais menti.
Pourquoi est-ce que tu rends les choses si difficiles? Cette phrase, tu étais au courant pour lui dès le début, est devenue son bouclier pour tout. Annuler des projets? Tu étais au courant pour lui. Manquer des rendez-vous? Tu étais au courant pour lui. Faire passer ses appels avant nos conversations? Tu étais au courant pour lui. Et le pire, c'est qu'elle croyait sincèrement que c'était raisonnable. Dans son esprit, parce qu'elle avait été franche sur cette amitié, je n'avais aucun droit de me plaindre de la place qu'elle prenait dans notre relation. Mais j'ai gardé le silence, j'ai continué à organiser, et j'ai continué à croire qu'une fois mariés, les choses se tasseraient. Ils s'effaceraient à l'arrière-plan. Nous serions enfin la priorité. J'étais à 2 semaines de me lier légalement à cette femme. Et je pensais encore que l'amour suffirait. Puis est venu le dîner de répétition, pas l'officiel, juste une plus petite réunion avec ces demoiselles d'honneur, mes témoins et quelques membres proches de la famille. Environ 20 personnes au total. C'était censé être amusant, détendu, une chance de célébrer avant le chaos du week-end du mariage. Et d'une manière ou d'une autre, il était là, pas officiellement invité, mais elle lui en avait parlé et il se trouvait par hasard dans le coin. Alors, bien sûr, il s'est pointé. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai rien dit. J'ai juste souri et lui ai serré la main comme un adulte civilisé, même si chaque fibre de mon être voulait lui demander ce qu'il foutait à mon dîner de répétition. Nous sommes tous assis autour de cette longue table, les boissons coulent à flot, les gens rient, et quelqu'un porte un toast au mariage, au partenariat, au fait de faire passer son conjoint en premier, et je la vois lui jeter un coup d'œil, pas à moi, à lui. Et j'ai su que quelque chose allait se passer. L'un de mes témoins, essayant d'être drôle, lance « Alors, c'est quand la dernière fois que tu as le droit de traîner avec ton ex ?» Et tout le monde rit, mais c'est ce rire gêné où personne n'est sûr que la blague ait fonctionné. Et ma fiancée, sans hésiter une seconde, me regarde droit dans les yeux et dit « Si jamais je dois choisir entre toi ou lui, je le choisirai, lui. Il était là avant toi. » La table devient silencieuse. Pas le genre de silence où les gens réfléchissent à quoi dire. Le genre où tout le monde fait désespérément semblant de n'avoir pas entendu ce qu'ils viennent d'entendre. Quelqu'un tousse. Sa demoiselle d'honneur essaie de dissiper le malaise par un rire. Ma mère a l'air d'avoir reçu une gifle. Et je reste planté là, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, à la regarder en me disant « Peut-être que j'ai mal entendu. Peut-être qu'elle plaisante. Peut-être que c'est un test bizarre. » Mais elle ne plaisante pas. Elle est on ne peut plus sérieuse. Et comme je ne réponds pas immédiatement, elle ajoute « Je suis juste honnête. Je ne crois pas aux mensonges pour mettre les gens à l'aise. » Honnête. Elle pensait que l'honnêteté était un passe-droit pour m'humilier devant tous ceux qui nous étaient chers. J'ai posé ma fourchette, bu une gorgée d'eau et dit « D'accord, je comprends. » C'est tout. Pas de cris, pas de départ fracassant, pas de confrontation dramatique. Juste « D'accord, je comprends. » Parce qu'à ce moment-là, j'ai enfin compris. J'ai compris qu'aucune dose d'amour, d'engagement ou de vœu de mariage n'allait changer le fait que je serais toujours le second. J'ai compris qu'elle ne voyait pas ce qu'elle venait de faire comme quelque chose de cruel. Elle le voyait comme de l'honnêteté, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Et j'ai compris que tout le monde à cette table avait maintenant pitié de moi, ce qui était le pire sentiment au monde. Le reste du dîner fut un supplice. Les gens essayaient de passer à autre chose, de faire la conversation, de prétendre que tout allait bien. Mais je le voyais sur leur visage, la gêne par procuration, l'inquiétude, la question tacite, est-ce que tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Mon témoin m'a pris à part après et m'a dit, mec, t'es pas obligé de faire ça. Et je lui ai dit que j'allais bien. Que tout allait bien. Que nous en reparlerions plus tard. Mais je n'allais pas bien, et nous le savions tous les deux. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, elle a fait comme si de rien n'était. Elle a commencé à parler des cadeaux pour les invités et des plans de table.
Et quand je suis resté silencieux, elle s'est agacée. Tu es sérieusement en colère pour ce que j'ai dit? A-t-elle demandé. J'étais juste honnête. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, tu as dit devant tout le monde que tu le choisirais, lui, plutôt que moi. Et elle a levé les yeux au ciel comme si je faisais du cinéma. Je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle dit. Mais c'était exactement ce qu'elle pensait. Et nous le savions tous les deux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé à fixer le plafond, à me repasser le dîner dans ma tête, à me repasser chaque moment de ces 3 dernières années où je m'étais convaincu que c'était normal, que c'était ça l'amour, que ça valait la peine de se battre. Et vers 4 heures du matin, j'ai pris une décision. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus argumenter. Je n'allais plus essayer de rivaliser avec un fantôme. Si elle voulait qu'il passe en premier, soit. J'allais le laisser passer en premier. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des appels, calmement, méthodiquement, comme si je gérais un projet professionnel. J'ai appelé l'organisatrice du mariage et j'ai dit, j'ai besoin que vous transmettiez toutes les communications à quelqu'un d'autre pour les 2 prochaines semaines. Elle était confuse, a demandé si tout allait bien. Et j'ai dit, transmettez tout simplement à ce numéro. Et je lui ai donné son numéro, celui de l'ex. Ensuite, j'ai appelé le traiteur. Pareil. Toutes les décisions et les paiements passent par ce contact désormais. J'ai appelé le coordinateur de la salle, le DJ et le photographe. J'ai transféré chaque responsabilité logistique à son nom. Quand l'organisatrice du mariage a rappelé, paniquée, me demandant ce qui se passait, j'ai dit que ma fiancée avait été claire sur le fait qu'il passait en premier. Alors c'était à lui de gérer. Je n'ai bloqué personne, je n'ai pas disparu sans donner de nouvelles. J'étais disponible si quelqu'un avait des questions, mais j'ai arrêté de participer, j'ai arrêté de confirmer les détails, j'ai arrêté de prendre des décisions, et j'ai arrêté de m'en soucier. Et voici le truc. J'étais curieux, vraiment curieux de voir s'il allait vraiment assurer. Parce que s'il était vraiment ce pilier affectif irremplaçable de sa vie, il l'aiderait sûrement pour le mariage, non? Sûrement qu'il prendrait la responsabilité du rôle qu'il s'était taillé pour lui-même. Spoiler alerte, il ne l'a pas fait. Le premier jour, l'organisatrice du mariage l'a appelé. Il n'a pas répondu. Elle a rappelé, a laissé un message vocal, rien. Au 3e jour, les prestataires m'envoyaient des emails, affolés, parce que personne ne répondait, les acomptes arrivaient à échéance, des décisions devaient être prises, et la personne à qui j'avais tout confié avait complètement disparu de la circulation. Ma fiancée a fini par remarquer que quelque chose n'allait pas quand la fleuriste l'a appelée directement, frustrée, en disant « Nous n'arrivons pas à joindre votre contact, et nous avons besoin d'une confirmation avant la fin de la journée, sinon nous annulons la commande. » Elle est venue me voir, furieuse, exigeant de savoir ce que j'avais fait. Je leur ai donné son numéro, ai-je dit. Tu m'as dit qu'il passait en premier, alors je l'ai laissé prendre les rênes. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. De quoi tu parles? Ce n'est pas lui qui organise le mariage. C'est toi. Et je l'ai juste regardé, parfaitement calme, et j'ai dit, tu as dit que si tu devais choisir entre lui ou moi, tu le choisirais, lui. Alors, j'ai pensé qu'il devrait s'occuper du mariage aussi, puisqu'il est plus important. Elle a explosé. Elle m'a traité de mesquin, d'immature, de saboteur. Elle m'a accusé de tout gâcher pour une blague, un malentendu, un moment d'honnêteté que je transformais en quelque chose que ce n'était pas. C'est notre mariage. A-t-elle hurlé. Et j'ai dit, non, c'est ton mariage. Je suis juste le gars pour lequel tu t'es résigné parce qu'il ne voulait pas de toi. Cela l'a clouée sur place. Pour la première fois en 3 ans, elle n'a eu aucune répartie. Au cours de la semaine suivante, tout s'est effondré. Les prestataires ont annulé. Les invités ont commencé à poser des questions. Sa famille m'a appelé pour demander ce qui se passait.
Et elle coulait, se démenant pour tout réparer tout en essayant d'obtenir qu'il réponde, qu'il l'aide, qu'il fasse littéralement n'importe quoi. Il ne l'a pas fait. Il lui a envoyé quelques SMS disant qu'il était occupé et qu'il n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin de lui de cette façon. Le coup classique, offrir un soutien moral, mais fuir toute responsabilité réelle. Et l'avoir réalisé qu'il n'était pas celui qu'elle pensait, que la personne qu'elle avait mise sur un piédestal pendant des années ne se donnait pas la peine de l'aider quand cela comptait vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais fait le bon choix. Une semaine avant le mariage, elle est venue me voir en pleurant, me suppliant de tout arranger, disant qu'elle ne le pensait pas. Elle m'aimait. Elle voulait m'épouser. Nous pouvions arranger ça. Et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste rien. Je lui ai dit, je ne pense pas que tu m'aimes. Je pense que tu aimes l'idée que tu te fais de moi, la stabilité, la sécurité, mais je ne serai jamais le premier, et j'en ai fini de faire semblant que cela suffit. J'ai annulé le mariage, j'ai épongé la perte financière des acomptes, et j'ai déménagé ce week-end-là. Certaines personnes m'ont traité de froid, ont dit que j'avais surréagi, que j'aurais dû mieux communiquer. Mais voici la vérité, je ne l'ai pas perdue. J'ai perdu l'illusion que j'étais un jour le premier. Et honnêtement, ce fut la chose la plus libératrice qui me soit jamais arrivée.